auteurs, des grands réalisateurs ou des petits, des jeunes ou des confirmés. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup appris pendant ces 25 ans. Et je voulais pas du tout me coincer ou m'enfermer dans ce que j'ai appris des autres. Et je voulais vraiment aller dans un chemin libre à moi parce que c'était un défi aussi et parce que je voulais pas entrer dans les cases parce que surtout en arrivant en Europe, j'ai compris que pour être connu ou pour être reconnu, il faut entrer dans les cases des télés ou des producteurs. Et moi, je voulais pas du tout respecter ça. Et donc, c'est contre le respect. J'aime bien ce mot que je respecte pas. Je respecte pas les frontières, je respecte pas les genres, et je respecte pas des choses dictées qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça. Et j'étais complètement libre parce que j'avais pas à l'époque une production. Et c'est ça aussi qui aide à rester libre quand on n'a pas un engagement de production ou un engagement de format. Donc, tout ça, c'était pour moi un défi, mais c'était une grande aventure, mais une très belle aventure aussi. Parfait. Ma question était juste peut-être par rapport aux histoires, aux différents personnages. On a. Parce que peut-être on n'a peut-être pas. Moi, je personnellement, peut-être j'ai peut-être pas le lien entre tous les personnages dans cette première, on le voyait une première fois. Et donc on voit Youssef, enfin on comprend bien l'histoire, les liens entre Youssef et Leïla, mais peut-être peut-être un mot sur les personnages, euh, notamment ces jeunes femmes qui avaient été en prison par exemple. Moi j'ai peut-être pas bien compris le lien avec. Est-ce que c'est des histoires de vie de. Est-ce qu'il y a des liens entre les personnages? Peut-être c'est ma seule question. D'accord. En fait, il y a seulement la relation entre nous, les quatre femmes, qui étaient copines. On avait aussi un point commun que nous, les quatre, on arrivait vers les 50 ans. On était sur les, pas loin d'avoir 50 ans et on voulait donc parler de nos rêves non réalisés. C'était ça le point commun entre nous. Moi, j'avais envie de ne pas jeter à l'eau mes projets de films que j'ai pas fait. Donc, je voulais aussi raconter ça, même s'il n'y a pas de liaison, par exemple, entre le peintre qui fait les icônes et le garçon qui est perdu dans une île qui a été occupée par les Ottomans et après par les Français. Donc, il y avait petites histoires qui sont en fait, qui racontent un peu le pays, mais il n'y avait pas vraiment des liaisons à part que Youssef est le père de Leïla, les copines entre nous, on était très proches. Euh, mais tous les autres sujets, c'était par exemple les femmes dans l'usine du tabac. Mais tout ça, c'était aussi des histoires qui me touchent, mais qui ont fait aussi un trajet avec moi pour aller vers mes films, mais je n'ai pas pu les faire, comme par exemple Da'at Haddad aussi, la poétesse qui s'est suicidée, et le peintre, le poète qui parle d'elle. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'histoires qui se croisent pas, sauf dans mon film. C'est-à-dire, mon film était le terrain pour faire rencontrer toutes ces histoires ensemble pour raconter nos rêves, nous les femmes, et nos déceptions, nos douleurs et nos joies. Donc, c'est ça aussi, c'était quand je parle de liberté, je voulais pas raconter un scénario entier de chaque moment dans le film, mais c'était toujours des moments qui s'ouvre vers l'autre à travers la volonté
de s'exprimer, d'être libre et d'être aussi concerné par tout ce qui se passe dans le pays d'une façon ou d'une autre. Donc, on me demande souvent que on ne sait pas, donc, telle personne, qu'est-ce qu'il fait, où il était, est-ce que c'est une liaison depuis très longtemps et tout. Pour moi, ça peut être intéressant de savoir, mais c'était pas vraiment nécessaire et c'était pas indispensable de raconter si à travers les paroles on arrive à comprendre que Larida, par exemple, c'était un gynécologue, que Fadia était un psychiatre, que moi j'étais une jeune réalisatrice, etc. Oui, pourquoi pas, mais c'était pas nécessaire. Si tu veux, c'est l'âme des choses qui m'intéressait et pas les titres. Voilà. Merci Oui, beaucoup. bonsoir. C'était c'était super chouette de revoir ton film et je trouve Ça me fait plaisir de t'entendre en tout cas. moi aussi, je suis contente de te voir. Je pensais que tu allais être là pour de vrai, en chair et en os. Mais bientôt, on va se voir. Et Oui. je me disais que en fait, il y a quelque chose dans ton film qui fait du bien quand on est jeune et qu'on essaye de faire du cinéma parce que tu fais des choix, tu parles beaucoup de cette liberté et on sent que tu fais des choix qui rassurent beaucoup et qui donnent de la liberté. Des fois, je trouve que tu as choisi des images où je pense qu'on a tous dans nos rushs des images comme ça et moi je me dirais ah non, ça je garde pas. Et en fait, je trouve ça super beau parce que plein de fois, toi, tu as fait le choix justement de garder ces images-là. Et je trouve que toutes les images où moi j'aurais pu me dire en premier lieu non, ça je garde pas parce que c'est pas assez esthétique ou ça va pas aider à la narration. En fait, je trouve que c'est ce qui fait que ton film est magnifique, que tu gardé toutes ces images-là. Et je me demandais pendant le film, je sais pas si tu as l'occasion de le revoir, mais qu'est-ce que tu vois là maintenant de la réalisatrice que toi t'étais il y a 20 ans quand tu as fait ce film? Déjà, merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu as dit. En fait, ça me touche énormément déjà, même une projection comme la vôtre ce soir, ça m'émue beaucoup, 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 parce que euh, je continue à sentir que c'était un défi à l'époque et que c'était aussi une aventure c'est-à-dire sans calcul. Et je suis très contente parce que 20 ans après, je vois que c'est un film qui parle aux jeunes surtout et qui encourage aussi les jeunes. Et je trouve ça magnifique. Je suis toujours très très émue et bien sûr je suis très reconnaissante pour tout ce qui est dans le film comme personnage, comme amis, comme des gens qui ont accepté d'être devant ma caméra sans savoir qu'est-ce que ça va donner, etc. Mais tout ça, c'est aussi des mots qui me reviennent là, 20 ans après. C'est aussi, bien sûr, je lâche jamais la liberté, mais il y a aussi la confiance. Il y a une chose qui est très importante pour faire des films, c'est faire confiance aux autres et laisser les autres te faire confiance. Et, et je pense ça, c'était important depuis 20 ans pour moi et ça continue dans tous mes films que j'ai fait après. Il y a ça. Je compte absolument à avoir ce regard de confiance à travers ma caméra et que l'autre sent que moi, je suis en train de se donner à lui aussi, comme je demande qu'il se donne à moi. Et je pense aussi que malgré le temps et malgré l'expérience, et même si j'avais pris aussi j'avais appris beaucoup avant de faire ce film avec le travail avec les autres.
j'ai eu toujours une question, mais comment ça se fait quelqu'un qui a fait un film, par exemple, depuis le Étoile du jour de Oussama Mohamed qui date depuis 82-83, jusqu'à le dernier film de Omar Amiralai ou de Mohamed Malas, ou etc. Et les gens, ils pensaient que j'allais faire copier un peu de leur façon de faire et de leur façon de réfléchir le cinéma. Mais moi, j'ai répondu toujours en disant qu'avec avec toutes les 25 ans que j'ai passé à travailler sur les films des autres, j'ai appris comment ne pas faire comme eux et de faire mon propre cinéma. Et même si ça coûte cher à la fin, parce que ça veut dire que tu es un peu seul pendant longtemps, que tu n'es pas accompagné, il n'y a pas de producteur. Mais je pense que c'est ça aussi le prix de la liberté. Et puisque moi je venais d'une expérience de parti politique, j'étais militante dans un parti clandestin. Et je sens que j'ai fait mon film pareil, c'est-à-dire c'était un peu dans la clandestinité parce que je n'étais pas autorisée, j'avais pas filmé vraiment. J'avais pas un vrai tournage pour tout ce qu'il y a dans le film, c'est des moments de passage de hasard ou des moments où j'ai filmé les femmes à l'intérieur, avec aussi une façon d'entrer dans les traits de leur visage de chacune, comme si c'était moi-même devant la caméra et elle derrière. Donc tout ça pour moi c'était une expérience magnifique, mais je vois jusqu'à aujourd'hui le résultat qui me touche énormément quand je vois qu'il y a des gens qui ont envie de voir le film. Et comme tu dis, 20 ans après, comment moi je vois ce film, si j'avais eu l'occasion de le voir, en fait je le vois souvent parce qu'il est toujours sollicité, on me le demande toujours et quand je peux, je participe. Et chaque fois, je le vois d'une façon très très différente. Ça dépend de la salle, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la situation politique. Et chaque fois, je trouve qu'il y a une couche que j'ai jamais vue avant, même moi-même, la réalisatrice du film, que je découvre des choses comme si derrière mon dos, il y a eu des contacts entre les personnages ou les sujets. Pour moi, c'est vraiment comme un être humain qui continue à grandir et à me surprendre. Et je dois vous dire une chose, et surtout à toi, que là, je suis en montage d'un film qui est lié à ce film, c'est-à-dire 20 ans après. Comment on est devenus, nous les femmes, 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans. Et je suis en train de monter le film, qui va être la deuxième partie de Je suis celle qui porte les fleurs. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas la structure comment, mais j'ai toujours le même envie d'être libre, c'est ça qui me conduit. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Hein. Et on a hâte de voir ce nouveau film. Et ouais, juste une dernière chose que je voulais te dire, c'est tellement ça fait du bien de voir tous ces portraits de femmes en gros plan et de voir autant de femmes à l'écran et dans cet endroit si intime. En fait, je me suis dit ça, c'est 20 ans après, mais il y a encore peu de films où on a un regard sur les femmes intimes qui est en dehors de tous les cadres dans lesquels on nous met toujours quand on est à l'écran. Et ça, c'est très beau. Merci. À bientôt. Merci à toi, oui, oui. Peut-être elle était déjà posée, mais là on est en train d'enregistrer, comme ça on peut garder tes mots pour les partager. Et
on fait la question, on s'est demandé pourquoi le choix de choisir une manière si expérimentale et fragmentée de nous raconter ton histoire. Est-ce qu'il y a un lien entre comment on a raconté l'histoire et l'histoire en elle-même, donc l'exil et de devoir quitter son propre pays? C'est quoi les liens entre les contenus de l'histoire et comment est-ce que tu as choisi de la raconter? D'accord. Merci. En fait, il y a une chose qui est derrière aussi cette structure qu'on appelle maintenant expérimentale, mais à l'époque, pas, c'était pas un mot très utilisé. Euh, je te vois plus, parce que j'aime bien avoir voilà. C'est donc la question autour de la forme, parce que expérimental, c'est aussi une forme, mais aussi pour moi, c'est un contenu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? Non, c'est bon? Je continue? D'accord. Donc, donc euh, je voulais aussi dans ce film raconter donc toutes mes déceptions, toutes mes expériences qui sont pas faites, que mes films qui sont pas venus, filles, mais nos amours, nos histoires, nous les femmes, la prison, etc. Et j'appelle ça une mise à nu devant le public, devant le spectateur. C'est-à-dire, j'étais prête à ouvrir mon corps, mon cœur et mon corps aussi, et de montrer tout au spectateur. Parce que pour moi, c'est une expérience, comme je viens de dire, qui ne finit pas, qui continue même pendant une projection. Pour moi, il y a aussi un échange avec le spectateur et moi et le film. Donc, il y avait ça au niveau contenu, mais en même temps, au niveau forme, je voulais que le spectateur participe et je voulais aussi révéler au spectateur nos problèmes, nos difficultés pendant un tournage, comment les choses ne vont pas se faire comme on veut, comment les choses... moi, je pose la question au peintre qui fait nettoyer les icônes et à la fin, il me dit, ah, il fallait venir hier, j'ai pas pu, j'ai plus rien à te montrer. Et les moments où les femmes me surprend avec leurs réponses qui vont ailleurs. Et tout ça, c'est des moments où le garçon, par exemple, sur l'île, on répète plusieurs fois et il n'arrive pas à comprendre. Tout ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle à la fin comme forme expérimentale parce qu'on essaie devant la caméra de faire un truc, on n'est pas sûr du résultat, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est dans le cadre de la mise à nu aussi au niveau travail. Je voulais juste lui demander si enchanté. Oui, enchanté, merci beaucoup. Déjà, merci pour la patience et je ne sais pas si elle a désolé pour tous les Moi, j'ai une question un peu peut-être naïve. En fait, je suis syrienne et je me rends compte que j'ai pas eu accès au cinéma indépendant en Syrie. Et je voulais savoir, est-ce que ton film a été projeté en Syrie et dans quel cadre? Malheureusement, ce film a été interdit en Syrie. D'habitude, la censure syrienne n'annonce pas l'interdiction avec un texte précis ou avec une lettre. Ils ont toujours... la censure en Syrie est très très particulière parce que ça arrive jamais dans un pays où c'est-à-dire la même production qui a produit un film, la censure après. Ce qui est arrivé avec l'organisme national du cinéma en Syrie, المؤسسة السينما, ça s'appelle, المؤسسة العامة للسينما. C'est à un moment, pendant très longtemps, il n'y avait que
euh, cette production qui faisait les films. Il n'y avait pas des producteurs privés ou des producteurs individuels. Et donc, il mettait beaucoup d'argent, il mettait beaucoup de matériel, beaucoup de temps, des fois 3 ou 4 ans pour fabriquer un film. Et à la fin, il le censure. Et ce qui est très, très bizarre, parce que vraiment, c'est une perte du temps, c'est une perte d'argent, etc. Mais pour eux, il fallait faire tourner pour exister. Mais après, si on montre le film ou on ne montre pas, c'est pas grave. Mais ils ont jamais dit ce film est interdit, mais ils le sortent pas. Ils les mettent dans les tiroirs. Et sauf donc pour ce film, je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe. À l'époque, il y avait une réalisatrice égyptienne qui s'appelle Amal Ramsis, qui a fait un truc qui s'appelle Caravane de films des femmes ou un truc comme ça. Et c'était avec le cinéma, avec les centres culturels espagnols dans les pays arabes, où il faisait traduire le film en espagnol et, euh, et tourner dans les pays de ces femmes, c'est-à-dire des films de femmes. Et il y avait toujours des films arabes traduits en espagnol et des films d'Amérique latine. Et ils tournaient dans les pays vraiment d'Amérique latine et dans les pays arabes. Et ils sont arrivés à un moment en Syrie avec 15 films, y compris le mien. Mais un film mexicain, un film égyptien, un film libanais, etc. Et des films de Chili et donc c'était prévu un festival ou une sorte une 2 semaines par exemple de montrer ces films et c'était prévu avec le centre culturel espagnol. Dans chaque pays, il y a ce centre culturel qui s'occupe de ça. Et donc quand ils ont vu les films, ils ont envoyé à travers l'ambassade que oui, mais pas avec ce film, le film Je suis celle qui porte les fleurs, et un autre film mexicain, je me souviens, que ces 2 films, il ne faut pas montrer. Et c'était la première fois où ils annoncent ça vraiment avec une lettre officielle parce qu'ils s'adressaient à l'ambassade. Et donc, on s'est dit, ok, c'est pas grave, j'étais triste, mais je dis, c'est pas grave, on fait comme ça. Ils ont demandé après de déchirer la page du catalogue où il y a c'est-à-dire le résumé du film, mon nom, etc. Il fallait le déchirer du catalogue. On s'est dit, ok. Après, ils ont dit, il faut pas que la réalisatrice vienne aux autres projections. Comme si c'est une malade qui va. Et là, on a décidé avec Ahmad Ramsis d'arrêter tout et de ne rien montrer. Donc, c'est pour te dire que c'était la première fois où on dit franchement que c'est un film. Mais après, par exemple, ils ont interdit beaucoup de films de Omar Amirallah, de Oussama Hamad, de Mohamed Malas et des autres. Et après, bien sûr, les plus jeunes. Mais c'était jamais annoncé officiellement. Euh, donc, c'était ça ta question Oui, ou c'était ça. c'était par rapport à la censure? Ouais, oui, Mohamed Mandas, oui, je le connais. Quel est ce nom? C'est l'ex-mari de ma tante. Mais bref, oui. Et c'est des noms que j'ai beaucoup entendus, mais que j'ai entendus pas en Syrie en fait. J'ai entendu le nom de ces Oui. réalisateurs, mais une fois que j'étais en France, en Syrie, on n'en parlait pas. Oui, justement, parce que c'était ça l'idée d'interdire, c'est d'interdire au public syrien, comme si le public syrien n'a pas la capacité d'aimer ou de ne pas aimer ou d'accepter ou d'apprécier un film. C'était à eux de décider quels sont les films qu'on doit montrer à ce public. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est-à-dire ils sous-estiment
les gens, les jeunes, tout ça sur place, ils faisaient juste une seule projection lors de festival de films en Syrie parce qu'il y avait un festival de cinéma syrien. Et ils laissaient aussi montrer les films à l'extérieur, à l'étranger, pour dire voilà, on fait des beaux films, des films intéressants. Mais l'essentiel, c'est que les gens ne voient pas. Et même Omar Amiralay, qui a fait au moins 25 films, et même avant qu'il voit les films de Omar, on annonce que on ne montre pas les films. Et une seule fois, mais Omar, il faisait l'aller-retour, il habitait des fois en Syrie, c'est-à-dire il le gênait pas, mais chaque fois quand il fait un film, on ne montre pas ses films. Et un jour, il avait fait un film sur le parti basse. C'était la seule fois où il a été arrêté sur les frontières quand il voulait aller en Jordanie. C'était le lendemain après la diffusion de son film sur Al Arabiya, je pense, ou Al Jazeera ou un truc comme ça. Et il a été arrêté parce que son film a été vu par le public syrien, puisque les gens en Syrie regardent ces deux télévisions. Donc le fait d'avoir tous ces films censurés, c'est pas grave. Il vient, il fait ses films encore de nouveau, mais il faut pas que les gens en Syrie regardent les films. Donc c'était ça la politique de la censure. Et ce qui est drôle et ce qui est très très intéressant, qu'après la chute du régime, le lendemain, c'est vraiment pas 24 heures après, je reçois 3 coups de fil de la Syrie, des ciné-clubs qui sont pas très connus, qui me demandent les films censurés, c'est-à-dire pas des films en général, les films de tel réalisateur ou de ce titre. Non, ils voulaient les films censurés parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de films, comme toi tu dis que tu n'as jamais vu des films syriens. Et il y a beaucoup de films qu'ils n'ont jamais vus en Syrie. Et du coup, il y a eu beaucoup de films. Donc, pour revenir rapidement, je suis désolée. Pour mon film, il a été montré une fois en clandestinité, dans un sous-sol, comme si on est en train de faire un complot. C'était juste pour montrer le film. Et puis là, récemment, je suis allée montrer deux films. C'était ma première fois depuis 30 ans que je me trouve devant un public syrien. Et c'était magnifique, bien sûr. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment trop contente de voir ce film. Ça a beaucoup de sens pour moi, enfin pour beaucoup, j'imagine. Et je suis trop contente de découvrir ton travail et de te découvrir toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire une chose, que c'est un film qui a eu un succès énorme parce qu'il a été sélectionné à Venise et il a eu à l'époque un prix. Il a été primé à Venise. Mais moi, je pense que les films que j'ai faits après méritent aussi parce que même s'ils n'ont pas eu le même succès pour des raisons, différentes raisons, mais il y a par exemple le film qui s'appelle N'oublie pas le cumin, qu'on peut l'appeler aussi un film expérimental, dans le sens que moi je comprends l'expérimental, c'est de casser les frontières et de ne rien respecter et de se jeter dans l'aventure. Et donc ce film aussi pour moi est un film à l'époque parce que c'était aussi il y a 20 ans. C'était un film, je suis fière de le dire, courageux. Et ça touche beaucoup aussi les gens maintenant parce que ça parle de la résistance face à la mort, face à la répression, face à la dépression, mais la résistance et grâce à l'art. Et dans ce sens, je dis que j'aime beaucoup aussi que ce film soit vu par les jeunes qui sont en train de faire des films
Merci. Merci. Oui. Merci. Merci Nada. Je pense que c'était la première fois à Venise que le Syrien film qui gagnait le prix de Venise, non? C'était un documentaire, mais il y a longtemps, il y avait un film syrien de fiction, mais qui n'a pas eu de prix. Mais là, c'était un prix de documentaire. Et même c'est-à-dire un film, parce que moi, j'ai écrit un article en parlant à celui qui a censuré, qui est, c'est-à-dire le titre de l'article, c'était Montre-moi ton œil ou un truc comme ça. Et je parle dans cet article que c'est la première fois où il y a eu le drapeau syrien. Parce qu'à Venise, on a tous les drapeaux des pays. Et que, à quel point moi j'étais fière. Et puis en rentrant, mon film a été censuré. Je vais passer de la dernière question. Bonsoir, Hala. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Moi, en français, c'est Mais il ne pas... faut pas que le téléphone bouge. Ok. Oui, moi, en français, c'est pas parfait, mais j'essaie de te poser la question en français. Non, c'est bien. Une chose qui m'a vraiment trop touchée dans le film, c'est trop aimé. Ça, c'est la première chose. Mais c'est sentiment. Il y avait une de tes copines qui a parlé d'un sentiment qui j'ai personnellement aussi, je pense, à travers mes parents, mais moi aussi. Moi, je suis libanaise et je suis née en Italie. Et donc, mes parents ont quitté le Liban pour la guerre. Et donc, il y a ce sentiment de culpabilité, this sense of guilt, qui te laisse jamais, on peut dire, et que tu sens. Donc, je pense que mes parents aussi, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retourner au Liban à la fin. Et même si ce n'était pas possible, je pense que moi-même, j'ai senti ça dans, je pense, les dernières années. Ce sentiment dans mon corps, c'est devenu plus grand. Donc, est-ce que vous avez, je ne sais pas s'il y a une réponse pour cette question, mais est-ce que vous avez trouvé une façon de vivre avec ce sentiment d'une façon que tu te sens, que tu as pris une décision de quitter le pays, mais ce n'est pas vraiment une vraie décision parce qu'on n'a pas vraiment décidé de faire ça, mais on était obligés, on peut dire. Donc, je voulais savoir, parce que vraiment ces moments-là, quand elle était en train d'expliquer ça, j'ai vraiment, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais je voulais seulement te demander comment est-ce que vous avez vécu avec ce sentiment. Comment j'ai vu avec? Comment? La dernière phrase. Oui, avec ce sentiment. Tu peux répéter la... Yeah. Est-ce que tu m'entends? Ce sentiment? Oui, ce sentiment. Oui, ce sentiment ça d'avoir quitté ton pays et cette sens de culpabilité. Je ne sais pas si ça t'a touché aussi. Donc, mais je l'ai vraiment senti dans le film. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, c'est le sentiment de culpabilité qu'on a quitté le pays. Oui. Oui, ça, c'est très dur à vivre. Moi, je me souviens très bien de Rula,
quand une des Rula qui rentre, qui était amoureuse ici d'un Français, elle a vraiment commencé sa vie ici. Et comment elle dit, c'est l'odeur de la terre après une pluie qui m'a fait retourner là-bas. Et, et moi, par exemple, là, je suis en France depuis 81, ça veut dire 44 ans ou 45 ans. Et j'ai toujours pas demandé la nationalité française et j'ai aucun rapport avec la France comme si c'est mon pays, même si j'ai vécu 2 fois plus que la Syrie. C'est-à-dire quand j'étais la Syrie, j'ai quitté, j'avais 21, 22 ans. Et là, prochainement, j'aurai 70 ans. Donc, on peut voir que malgré tout ce temps, mais, mais mon rêve de vivre là-bas est toujours vivant en moi. Et, et je sais pas ce rapport avec un endroit qui m'avait presque parce que j'ai fait de la prison 2 fois sur place et c'est-à-dire j'étais pas dans le bonheur et j'étais pas dans le luxe. C'était vraiment une vie dure pour une jeune. Mais malgré ça, j'ai toujours senti que c'est à moi de rentrer, c'est à moi d'aider ce pays et de faire tout ce que je peux pour contribuer, pour collaborer, pour aider, pour faire quelque chose. Et parce que je pense la différence avec les autres pays, comme par exemple la France, je pense un Français ne vit pas les choses comme moi parce que son pays n'a pas besoin de lui comme le mien. C'est-à-dire ce sentiment de, de, de voir que dans nos pays, il n'y a pas vraiment des structures qui accompagnent les gens, qui soutiennent les gens, qui donnent la main aux gens. C'est toujours, on a besoin des individus, parce qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'association, surtout je parle de la Syrie, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de structure qui qui t'accompagne ou qui te soutient. Donc chacun doit travailler comme s'il est seul. Et le pays, dans ce sens, pour moi, a besoin de nous tous, les individus, pour qu'il soit dressé, pour qu'il soit debout. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai ce sentiment. Je pense que tout ce qui peut rentrer et vivre là-bas et aider à mettre le pays de nouveau debout, il ne faut pas qu'on hésite. C'est notre destin, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais Merci Anna. Shukran. de rien. Merci. Et à toi. Et tu parles arabe? Ah, c'est bien, déjà. Ok, Nana, شكرا كثير لك merci pour votre temps Shukran elkom, merci beaucoup. وعدد Ça m'a fait très plaisir. شكرا كثير على وقتك واسف كثير على البروبلم في بروبلم المايك ولا الرصاص لا بسيطة. بس ان شاء الله بس عملت ريكورد فكده الاسم موجود ونقله هيك شكرا لك كمان يوسف. أكيد أنت تعبت كمان بالتحضير وهيك أنا موجودة وقاعدة هنا. أوكي شكرا لكم. سلامات. باي باي. باي. 40.